Télé 50, simplement congolais. Au sommaire de ce journal, assainissement de la publicité extérieure à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba interdit désormais l'utilisation d'affiches et des bâches sur la voie publique. Sont également concernés les sites non autorisés comme les camps militaires, les écoles et les cimetières. L'autorité urbaine préconise désormais l'utilisation des écrans LED. Un moratoire des 6 mois est accordé aux régies publicitaires pour s'y conformer aux normes internationales. Passé ces délais, les récalcitrants seront sanctionnés. Direction Mbuji-Mayi où une salle de 1300 places vient d'être transformée en église. Une première depuis 1960. Tout est prêt pour la messe inaugurale prévue ce dimanche. Une œuvre portée par l'abbé Blaise Kanda. Le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, s'y trouve actuellement pour de précisions dans ce journal. Et puis en dehors de nos frontières, nuit sanglante en Haïti, plus de 40 personnes ont été tuées dans la nuit du dimanche à lundi dans la commune de Kinskov sur les hauteurs de Pétionville au sud de Port-au-Prince. Selon les premières informations, les gangs armés qui cherchent depuis plusieurs mois à étendre leur emprise sur la zone ont déferlé sur la commune, sémant ainsi la terreur. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, c'est une première dans les processus de paix dans l'Est. Hier lundi, Minembwe au sud Kivu a accueilli la première mission régionale de vérification du cessez-le-feu conclu entre Kinshasa et l'F-23, un mécanisme crucial chargé de constater sur les terrains les éventuelles violations de la trêve et de consolider les acquis du processus de paix. Détail dans cet élément de Jean-David Kilolo. L'arrivée ce lundi 24 août 2026 à Minembwe de la première mission régionale de vérification des cessez-le-feu constitue une étape importante dans la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sous le papier, le mécanisme est porteur d'espoir. Il ne s'agit plus seulement de signer des accords, mais désormais de disposer d'un dispositif chargé de constater les violations et d'établir les responsabilités. La participation d'experts militaires de la CIRGL aux côtés des représentants des partis au conflit et avec l'appui de la MONUSCO peut contribuer à renforcer la responsabilité et la crédibilité du processus. Mais la question véritable demeure, celle de l'efficacité sur le terrain. Depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est marqué par une succession d'accords, de cessez-le-feu et d'engagements qui ont souvent été fragilisés par la reprise des combats. La signature d'un texte ne suffit donc plus. Ce qui est attendu aujourd'hui, c'est un mécanisme capable de constater rapidement les violations et de documenter de manière impartiale et surtout d'en tirer des conséquences. Le déploiement à Minembwe intervient dans un contexte où la confiance entre les parties reste fragile. La présence simultanée d'officiers gouvernementaux et de représentants de la FCM23 peut constituer une avancée, à condition que chacun accepte les règles du mécanisme et que les observations effectuées soient respectées. L'enjeu dépasse donc la simple vérification des attaques, des drones ou d'autres violations. Il s'agit de savoir si ce mécanisme peut progressivement instaurer une culture de respect des engagements indispensables à tout processus de paix. Minembwe devient ainsi un premier test grandeur nature. Si les violations sont effectivement constatées, documentées et traitées sans complaisance, ce mécanisme pourrait renforcer les processus de paix. Dans le cas contraire, il risque de devenir un dispositif supplémentaire sans véritable impact sur la réalité des populations. La paix dans l'Est de la RDC ne se mesurera pas au nombre d'accords signés, mais au nombre de jours pendant lesquels les armes se taisent réellement.
Au regard de la persistance de l'épidémie à virus Ebola, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé ce lundi 24 août une réunion hybride en présentiel et par visioconférence consacrée au renforcement de l'accompagnement administratif et sécuritaire de la riposte à l'épidémie d'Ebola dans les provinces du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, des Lituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Tchopo. Cette réunion s'est tenue en présence de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, des gouverneurs des provinces concernées, ainsi que des principaux responsables des services de sécurité, de la protection civile et de l'administration territoriale. Les gouverneurs ont, à tour de rôle, présenté l'état des lieux de la situation dans leur province et relevé plusieurs contraintes rencontrées dans la mise en œuvre de la riposte, notamment les besoins logistiques, l'insuffisance des ressources financières pour les services chargés de l'ordre public, ainsi que, dans certains cas, les manques d'infrastructures adaptées à la prise en charge sanitaire. L'EVPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a rappelé la responsabilité des autorités provinciales dans la création des conditions administratives, politiques, sociales et sécuritaires sanitaires à l'efficacité de la riposte. Il a notamment instruit des gouverneurs de mobiliser les administrations, lever les obstacles administratifs, logistiques et communautaires, d'éveiller à l'application effective des décisions prises par les gouvernements centraux ainsi que des mesures arrêtées par les autorités provinciales et de renforcer la mobilisation autour des orientations de la coordination de la riposte. De cette réunion, il est ressorti des recommandations importantes dont le renforcement de l'engagement communautaire où il y a nécessité et urgence que les confessions religieuses, les mouvements citoyens, la société civile globalement et toute une mobilisation communautaire nécessaire à ce que la population puisse s'approprier cette lutte, puisqu'on sent que le pays est menacé par cette épidémie, mais avec l'engagement de tous, il y a possibilité de barrer la route à l'épidémie et pouvoir couper la chaîne de transmission. Sur les plans sécuritaires, l'EVPM de l'Intérieur a enjoint la police nationale congolaise et les autres services de sécurité à renforcer la protection des populations. À travers cette mobilisation, le ministre de l'Intérieur entend pleinement jouer son rôle aux côtés du ministère de la Santé en créant les conditions administratives, communautaires et sécuritaires nécessaires à l'efficacité de la riposte contre Ebola. Et puis, la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, a procédé ce lundi 24 août à la clôture officielle de la réunion annuelle d'évaluation de l'inspection scolaire et de la pose de la première pierre de la construction du centre d'excellence et d'innovations éducatives, dénommé Raissa Malou, situé à Menkao, au village Mbokapolo, vers le plateau de Bateke de la commune de Maluku. Ce centre contribuera directement au renforcement des capacités de l'inspection générale et plus largement à l'amélioration de la gouvernance et de la qualité du système éducatif national. Je le disais dans les titres, en vue d'assainir les secteurs de la publicité extérieure actuellement pollués, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, interdit désormais l'utilisation d'affiches et bâches sur la voie publique et sur les sites non autorisés, notamment les camps militaires, les écoles et les cimetières. L'autorité urbaine préconise par ailleurs l'utilisation des LED. Un moratoire de 6 mois a été accordé aux structures sectorielles en vue de se conformer aux normes internationaux. Outrepasser ces délais, les récalcitrants seront sanctionnés. Le premier citoyen de la ville a fait cette annonce à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel du nouveau plan cadastral publicitaire de la ville de Kinshasa 2026. Alerte à Kinshasa, le coordonnateur national du MRC et membre fondateur de la coalition Article 64, Marley Vouvois, a été arrêté hier soir près de son domicile par des agents des services de sécurité, selon ses proches. Conduit vers une destination inconnue dans un premier temps, il a finalement été localisé. Il est actuellement auditionné au casier judiciaire où il aurait passé sa première nuit en détention. Figure critique du pouvoir, son interpellation intervient dans un contexte de vive tension politique autour de la révision constitutionnelle. L'opposition de la RDC exige donc sa libération immédiate.
Direction à présent la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental pour vous faire découvrir une salle de 1300 places qui vient d'être transformée en église. Une première depuis 1960 dans cette région de la République démocratique du Congo. Les travaux sont terminés. Tout est prêt pour accueillir les fidèles venus d'ici et d'ailleurs ce dimanche. Une réalisation portée par l'abbé Blaise Kanda, curé de la paroisse, mandaté par Monseigneur Bernard Kassanda. Nous vous proposons de suivre des précisions sur place avec le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba. Je suis dans cette salle à capacité 1300 personnes. Cette salle sera transformée en église qui est terminée ici en Mbuji-Mayi. L'église construite après 1960, beaucoup de convives qui viendront d'ici et d'ailleurs. Et c'est l'abbé Blaise qui est curé ici, qui a quasiment été aux manœuvres pour que cette église soit réalisée. Est-ce que vous nous précisez que c'est dimanche, la messe sera dite, ça sera fini, ça sera propre, ça sera à temps et qu'on va pouvoir se saisir cet endroit? Oui. Tout est prêt? Tout est prêt. Est-ce que cette église, vous la faites pour vous? C'est votre bien privé? Vous allez vous enraciner ici? Ou les diocèses a un mot à dire sur ça? Parce qu'on a l'impression que vous êtes tellement impliqué que c'est une affaire personnelle. Non, ça c'est une erreur. Je suis nommé ici par Monseigneur Bernard Kassanda. Qui a autorité ici. Je vous donne rendez-vous donc ici, dimanche, en direct de Mbuji-Mayi. Et puis dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur a dit intérim Martin Kazembe Choula a accordé une audience aux responsables des églises de saints de dernier jour. Ensemble, ils ont évoqué des projets pour le bien-être de la population. Au cœur des échanges entre le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula et cette délégation de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, conduite par Ilunganda Lamba, 70 interrégionales pour l'Afrique centrale, les perspectives de collaboration entre le gouvernement provincial et cette assemblée chrétienne, et ce, à travers des initiatives susceptibles de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Accompagné du député national Kalamba Ngindu et de plusieurs autres responsables de l'Église, le 70 interrégional pour l'Afrique centrale, Ilunganda Lamba, a déclaré que cette rencontre constitue une étape importante vers la mise en place d'un partenariat fondé sur des actions concrètes au bénéfice de la population du Haut-Katanga. Nous sommes venus voir son Excellence, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, pour lui présenter nos civilités. Et puis de deux, échanger sur un partenariat entre le gouvernorat de la province et l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. L'Église, non seulement elle s'occupe du bien-être spirituel de ses membres, mais l'Église cherche aussi à travailler en partenariat avec le gouvernement pour aider la population dans différents domaines. L'Église aide à réfectionner certaines écoles et pour répondre à la vision du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement. L'Église est en train de réfectionner certaines écoles. L'Église intervient aussi dans la santé et aussi dans la sécurité alimentaire, mais aussi dans certains cas urgents. Et nous avons échangé avec le gouverneur et il a apprécié ses partenariats avec l'Église. Je pense que dans les jours à venir, nous aurons à approfondir ce partenariat. L'éducation, l'alimentation et d'autres secteurs d'intérêt communautaire figurent parmi les domaines identifiés pour cette future collaboration. Et puis, la province du Congo central est à l'heure de l'extension et de la modernisation de son réseau électrique. Le directeur provincial du Congo central, Malonda Mbumba, revient sur les objectifs lui assignés par la direction générale de l'ASNEL et sur l'amélioration de la desserte. Un entretien à suivre. Regardez. Le directeur provincial de la SNEL au Congo central, Malonda Mbumba, parle des objectifs lui assignés par les directeurs généraux pour redynamiser la SNEL dans cette partie de la République démocratique du Congo. Lors de l'implantation de ces compteurs, on avait réhabilité les réseaux.
il y avait tout un départ qui a été consacré à cette alimentation-là. C'est comme cela qu'ils sentent la différence, parce que c'est un nouveau câble, c'est un nouveau départ et tout ça. Il y a quand même une différence. Et au niveau également de la gestion technique, on avait dit qu'il fallait prioriser également ces départs-là pour, comme c'était dans une phase, pendant une phase expérimentale, voir comment ça allait réagir. En dehors de Matadi, quelles sont les réalisations enregistrées dans les autres agglomérations de la province? On parle notamment de l'extension du réseau et de la poste des compteurs après paiement. Avec le compteur après paiement, ceux qui n'ont pas les moyens, même avec 1000 francs, vous pouvez acheter votre ticket d'énergie. Même avec 2000. Donc, vous pouvez vous-même gérer votre consommation. Et s'il y a des gens qui doivent avoir peur peut-être de ça, c'est une autre catégorie. Mais en tout cas, ceux qui vivent dans les milieux ruraux, ceux qui sont moins nantis, avec ces compteurs, c'est vraiment un système qui est vraiment approprié pour eux. Ils pourront gérer eux-mêmes leur consommation. Et pour clore cet entretien, les directeurs provinciaux appellent la population du Congo central à faire confiance à la Société nationale d'électricité. Selon lui, l'amélioration de la desserte observée avec l'avènement des compteurs après paiement est les fruits du travail de la SNEL sous le leadership de son directeur général, le professeur docteur ingénieur Teddy Luamba. Et puis le projet des constructions du port sec de Kasumbalesa franchit une nouvelle étape avec la restitution à Kinshasa des conclusions des études réalisées en vue de sa concrétisation. Organisées par l'OGEFREM, ces assises réunissent les autorités et les acteurs du secteur de transport pour examiner les perspectives de ces projets stratégiques pour la chaîne logistique de la République démocratique du Congo. Par ces mots, je déclare ouverts les travaux de restitution des due diligence du projet du port sec de Kasumbalesa. Le projet de construction d'un port sec à Kasumbalesa franchit une nouvelle étape. À Kinshasa, l'OGEFREM a lancé le lundi dernier les travaux de restitution des conclusions des différentes études menées autour de ces projets à exécuter dans la province du Haut-Katanga. La cérémonie, organisée à l'hôtel Hilton, a réuni le vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, les responsables de l'OGEFREM, ainsi que les représentants de Yellowstone DRC et plusieurs acteurs du secteur. Something that I believe is a truly landmark and exceptional project for. Ce projet représente bien plus qu'une infrastructure logistique. Il constitue un investissement dans la compétitivité de la RDC. Ces assises doivent permettre d'examiner les conclusions des études et de dégager les prochaines étapes pour la concrétisation de ces projets présentés comme stratégie pour la logistique et le transport dans le Haut-Katanga. Le port sec de Kasumbalesa n'est pas qu'un projet d'infrastructure. Bien plus, c'est la fin de la saturation des Matadi. C'est 50 millions de dollars annuels de surestarie évités. C'est 12 à 15 millions de dollars de revenus publics réguliers. C'est pourquoi nous sommes appelés à réussir. Voilà pourquoi je lance un appel vivant à tous les participants à mettre en œuvre, en plus de leur expertise avérée, un sens élevé des responsabilités face à l'ampleur de ce projet qui restera à jamais inscrit dans les annales des grands ouvrages logistiques de la RDC. Les travaux se poursuivent jusqu'au 26 août autour des enjeux liés au développement du port sec de Kasumbalesa et à son rôle dans la chaîne logistique de la RDC. Alors que certains députés profitent de la période des vacances parlementaires pour s'offrir un séjour de repos en Europe, Meshak Mandefou, élu de Kazumba, a fait un choix différent, celui du terrain et de la proximité avec sa base. À son arrivée à Chikapa, chef-lieu du Kasaï, les députés nationaux a été accueilli par une importante mobilisation populaire. Une foule nombreuse s'est déplacée pour lui réserver un accueil chaleureux, alors même que Chikapa ne constitue pas son fief électoral. Dans son message, Meshak Mandefou a réaffirmé son soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, dont il salue les efforts en faveur du développement du pays et du retour de la paix dans les zones touchées par l'activisme du M23 et l'implication du Rwanda. Il a également renouvelé son attachement à son autorité morale au sein du CNC Pius Mobilumbayo. La même ferveur populaire a été observée à Kalumba, où une foule importante a accompagné les députés nationaux à pied jusqu'au
jusqu'au lieu du meeting. Là encore, les messages portés par l'élu étaient axés sur les soutiens aux institutions nationales, au président de la République Félix Tshisekedi et son autorité morale Pius Mwabilou, mais aussi sur la nécessité de poursuivre les actions concrètes en faveur de la population. Organisation et union sacrée, pas de débrouillard, en taille message. Qui message en d'impita. Du moment où tout, le masoura tout bien, c'est 2023, tout va sur là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dijénéden, Soucien, wa Ditalala, Dikale, Moussoko Mujimo Apongo. Sur terrain, cette tournée parlementaire s'est également traduite par des réalisations concrètes à Kalomba et Gambi et Kabinda, mais chaque Mandefou a procédé à l'inauguration de plusieurs ouvrages, notamment des forages d'eau potable, une radio communautaire, ainsi qu'un pont destiné à améliorer les conditions de vie et la mobilité des populations. D'autres chantiers ont été lancés dans plusieurs villages, notamment à Moutetela, Kasanga, Moussassa et Moussambaï, dans le cadre d'une démarche présentée comme visant à renforcer les infrastructures des bases dans les milieux ruraux. En dehors de nos frontières, nouveau drame en Haïti. Plus de 40 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque de gangs armés à Kinskof, commune située sur les hauteurs de Pétionville au sud de Port-au-Prince. Selon de sources locales, des hommes armés ont déferlé sur la zone, ouvrant le feu sur la population, une région où les gangs tentent depuis plusieurs mois de renforcer leur emprise, sémant terreur et désolation face à ce nouveau carnage. Le gouvernement haïtien a annoncé l'envoi de renforts pour rétablir la sécurité et traquer les assaillants. Et pour terminer en sport, le cyclisme du Grand Katanga amorce un nouveau départ, presque au grand complet. Le nouveau comité de la Liprocicat s'est retrouvé le week-end dernier en diagonale du Golf Club de Lubumbashi pour sa première réunion des prises des contacts autour du président Adelin Beya Mouchia, le premier vice-président Nanoumema et les autres membres du comité ont posé les premières bases de cette nouvelle mandature. Prochaine étape, aller à l'encontre des ententes pour prendre pour le pôle du cyclisme. Ils étaient nombreux à se retrouver autour d'une même table avec une volonté commune, donner un nouvel élan au cyclisme dans les Grands Katanga. Pour sa première rencontre avec les membres de la Ligue interprovinciale du cyclisme du Grand Katanga Liprocicat, le président Adelin Beya Mouchia a choisi de commencer par l'écoute et les échanges. Nous ne pouvons pas commencer le boulot sans pour autant tenir une réunion de prise de contact. Un moment des retrouvailles, mais aussi une première occasion pour le nouveau comité de présenter sa vision et de recueillir les préoccupations de la base. À ses côtés, l'honorable Nanoumema, ancien président de l'entente de cyclisme de Lubumbashi et désormais vice-président de la Liprocicat, a participé aux échanges. Il a notamment apprécié la qualité des membres réunis, leurs interventions ainsi que les différentes initiatives proposées. C'est vrai que M. Didier est inoubliable. Il était en tout et pour tout pour cette discipline, mais le comité actuel me rassure. Je sais lire dans les actes de chacun des membres cette volonté de pérenniser et de redorer l'image de cette discipline. Cette réunion a également marqué la première présence du vice-président Jean-Luc Chiamba Romège ainsi que celle de plusieurs autres membres dont Emma Moïla. Après cette première prise de contact, le nouveau comité veut rapidement passer à l'action. Une tournée dans les différentes ententes est annoncée afin de faire l'état des lieux, comprendre les difficultés rencontrées et identifier les moyens de relancer les activités. Et au besoin, les accompagner et les soutenir afin que les 2 mois qui nous restent, que chaque entente puisse aussi organiser même une seule course. Les invitations reçues de l'extérieur ont également été examinées. Lusaka en Zambie et la Tanzanie figurent notamment parmi les prochaines destinations susceptibles d'accueillir les cyclistes de la Ligue interprovinciale du Grand Katanga. Avec MacArthur Kikouni à l'administration, le nouveau comité veut désormais transformer cette première rencontre en point de départ d'une nouvelle dynamique pour le cyclisme du Grand Katanga.
Et voilà qui nous conduit au rappel de principaux titres de ce journal. Assainissement de la publicité extérieure à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba interdit désormais l'utilisation d'affiches et des bâches sur la voie publique. Sont également concernés les sites non autorisés comme le camp militaire, les écoles et les cimetières. L'autorité urbaine préconise désormais l'utilisation des écrans LED. Un moratoire des 6 mois a été accordé aux régies publicitaires pour s'y conformer aux normes internationales. Passé ces délais, les récalcitrants seront sanctionnés. Au cours de ce journal, nous étions à Mbujimaï où une salle de 1300 places vient d'être transformée en église. Une première depuis 1960. Tout est prêt pour la messe inaugurale prévue ce dimanche. Une œuvre portée par l'abbé Blaise Kanda, le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba s'y trouve actuellement, qui nous a donné les précisions au cours de ce journal. Nuit sanglante en Haïti. Plus de 40 personnes ont été tuées dans la nuit du dimanche à lundi dans la commune de Kinskov sur les hauteurs de Pessionville au sud de Port-au-Prince. Selon les premières informations, les gangs armés qui cherchent depuis plusieurs mois à étendre leur emprise sur la zone ont déferlé sur la commune, sémant la terreur. Ne nous quittez pas, la revue de presse est tout de suite là. Les journaux parus ce mardi, c'est avec Héritier Ntamboa qui me rejoint de l'autre côté du plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Nathan. Diamoueté et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Alors, que de neuf dans la presse ce mardi? La plupart des journaux parus ce mardi, Nathan Diamoueté, sont revenus sur cette dénonciation du gouvernement congolais au sujet des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les tabloïds qui ont exploité ce dossier, on retrouve La Prospérité qui titre à sa une « Est de la RDC, le gouvernement dénonce la transplantation de populations rwandaises dans les zones sous occupation ». Les rédacteurs de cet article de presse indique que dans les territoires sous occupation rwandaise, les populations continuent à vivre dans des conditions inacceptables et dominées par l'intolérance croissante, la cruauté et la dictature érigée en mode de gouvernance. Durant les 3 derniers mois, ajoute La Prospérité, les informations consolidées par les services compétents font notamment état de plus de 300 personnes tuées lors d'exécutions sommaires, de massacres et de bombardements, des centaines de cas de viol, des plus de 300 cas de torture, y compris contre des élèves, de centaines d'enlèvements et de recrutements forcés visant notamment la jeunesse. Dans un communiqué publié lundi 24 août 2026, Kinshasa accuse les RDF et la FCM23, plus de 300 morts dans les zones occupées, mentionne pour sa part le journal La Référence Plus. Le média fait savoir que Kinshasa accuse également les autorités rwandaises de mener des opérations visant, selon lui, à modifier la composition démographique de certains territoires congolais. Pour étayer cette dénonciation, renseigne le média toujours La Référence Plus. Le communiqué du gouvernement congolais affirme que le 10 août 2026, plus de 100 familles d'origine rwandaise ont franchi la frontière par la piste de Kabuhanga dans les territoires de Nyiragongo. Elles auraient ensuite été installées à Rubiranga dans le groupement de Burumba, notamment dans des entrepôts du programme alimentaire mondial PAM en sigle. Abordant le même sujet, Nathan Diamoueté, le potentiel écrit, viol, enlèvement et exécution dans les zones occupées. Kinshasa continue de dénoncer. Kigali reste impassible. Ce média suppose qu'au-delà de la dénonciation des faits, le communiqué du gouvernement congolais pose en filigrane la question de la responsabilité pénale des auteurs et des commanditaires présumés. Kinshasa estime par ailleurs, Nathan Diamoueté, que les responsables des crimes commis dans les zones occupées doivent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes internationales notamment.
Nous l'espérons en tout cas. Héritier Tombo, autre chose dans cette revue de presse, l'actualité internationale de ce mardi est dominée aussi par des appels pressants de l'Ukraine et à ses alliés européens, pour obtenir justement davantage le fonds. Effectivement, les partenaires européens ukrainiens réunis hier lundi à Kiev ont promis de poursuivre leur aide militaire et financière en dépit des menaces formulées par la Russie pour les en dissuader en pleine escalade dans la guerre entre ces deux nations, Ukraine et Russie. Pour le site d'information TV5 Monde Info qui nous laisse lire, les alliés européens affichent leur soutien à l'Ukraine malgré les menaces russes. La rencontre des États membres de la coalition des volontaires rassembla 30 participants, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, étaient organisés le jour du 35e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine, une ancienne république soviétique. Un autre titre à ce sujet, et j'en termine là-dessus, Nathan Diamoité, c'est celui du site d'information Sud-Ouest. Nous lisons « Guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky réclame davantage des fonds aux Européens pour sa défense ». En croire ce média, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a dit vouloir augmenter la production des drones et missiles pour mener davantage d'attaques en Russie. Sud-Ouest rappelle par ailleurs que le président Volodymyr avait révélé dimanche aux journalistes que la défense ukrainienne est actuellement confronté à un déficit budgétaire de 27 milliards de dollars après que des décisions des dépenses prises en début d'année ont entraîné l'utilisation anticipée des fonds initialement prévus pour le second semestre 2026. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de c'est mardi. J'allais dire d'abord lundi parce que j'ai l'habitude de présenter la revue de presse le lundi, Nathan Diamoité. Exactement, Héritier Thomas. Merci beaucoup pour cet exercice et à très bientôt avec le même plaisir. Le plaisir est partagé. Fin complète de cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon suite au programme sur votre chaîne Télé 50 et prenez soin de vos proches, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.